J'entends souvent cette phrase: «Les Français font grève tout le temps». Bon alors, c'est quoi tout le temps? J'avais fait un épisode sur les grèves en novembre dernier, mais je ne vous ai pas parlé de leur efficacité. Ou pas. Si on continue de faire grève en France, c'est parce que ça marche, non? Allez, on en parle ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors les grèves sont-elles efficaces en France? Eh bien oui, on peut le dire. Elles l'ont été, mais jusqu'à un certain moment. En fait, en France, plusieurs grèves l'ont particulièrement été et ont marqué l'histoire sociale du pays. En 1936, après la victoire électorale du Front populaire, une vague de grèves massives avec occupation d'usines a permis d'obtenir les accords de Matignon. Ces accords ont instauré les congés payés, la semaine de 40 heures, des conventions collectives et une hausse de salaire, posant ainsi les bases de l'État social moderne. En mai 1968, plus de 7 millions de grévistes ont paralysé le pays. Du jamais vu. Si les revendications politiques n'ont pas abouti, les grèves ont conduit aux accords de Grenelle, qui ont entraîné une augmentation de 35% du SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum en France. Une hausse générale des salaires de 10% et un renforcement des droits syndicaux. En 1995, une autre grève. Ici, on parle des grèves contre le plan Juppé, visant à réformer les retraites et la sécurité sociale. Et ça a obligé le gouvernement à retirer la réforme des retraites, des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Puis, en 2006, le mouvement contre le contrat première embauche, destiné à créer un contrat précaire pour les jeunes, a eu du succès. Face aux manifestations étudiantes et syndicales massives, le gouvernement a retiré le projet et n'a jamais été appliqué. D'autres mouvements ont obtenu des succès plus partiels, comme la grève des cheminots en 1986, qui a empêché la réforme du statut des cheminots, ou encore le mouvement contre la réforme des retraites en 2019, qui a contraint le gouvernement à retarder l'application du texte. Un cheminot, pour information, c'est une personne qui travaille pour les chemins de fer, c'est-à-dire dans l'exploitation, la maintenance ou la gestion des trains et des infrastructures ferroviaires. Dans de nombreux secteurs locaux, notamment les enseignants, les hôpitaux et les raffineries, les grèves ont souvent permis d'obtenir des hausses de salaire, des primes ou l'abandon de fermetures de sites. Donc les grèves en France ont été efficaces à plusieurs reprises. Mais les grandes victoires datent surtout des années 1936, 1968, 1995 et 2006, la dernière. Ça fait 20 ans
donc. Mais depuis, pas grand-chose. Depuis, il y a eu de nombreuses grèves et manifestations importantes, par exemple contre la réforme des retraites en 2010, 2019, 2023 et 2025, mais ces mouvements ont obtenu des résultats partiels ou symboliques, plutôt qu'un retrait total des textes de loi, malgré une forte mobilisation. Depuis 2 décennies, c'est donc plus compliqué pour les syndicats d'obtenir de vrais résultats. D'ailleurs, certaines mobilisations massives n'ont pas empêché le gouvernement de passer en force, comme récemment avec la réforme des retraites de 2023. La grève contre la réforme des retraites en France en 2023 a été l'une des mobilisations sociales les plus importantes de ces dernières décennies. Elle a débuté le 19 janvier et s'est intensifiée jusqu'au 8 juin 2023, avec des pics de participation exceptionnels. Le 7 mars, par exemple, environ 1,28 million de personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur et jusqu'à 3,5 millions selon les syndicats. Des chiffres comparables à ceux de mai 1968. Le cœur du conflit était dans l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une mesure jugée injuste par les syndicats, notamment pour les travailleurs ayant commencé tôt ou exerçant des métiers pénibles. Les syndicats ont organisé 14 journées de mobilisation à travers le pays, incluant des grèves reconductibles, des manifestations, des blocages de raffineries, des coupures d'électricité symboliques et des actions dans les ports. Malgré cette mobilisation massive, le gouvernement a maintenu sa réforme. Le 14 avril, la loi a été promulguée et les décrets d'application ont été publiés progressivement jusqu'en août. Des grèves ponctuelles ont continué, notamment dans les ports où les syndicats ont organisé des grèves à répétition pour protester contre la réforme des retraites. Dans cette mobilisation, il y a eu une vraie force de contestation sociale. Mais on a aussi pu voir les limites de l'action syndicale face à un gouvernement déterminé. La contestation n'est pas arrivée à son objectif car il y a des fractures entre les syndicats et puis une partie de la population, notamment les jeunes, se sentent parfois éloignés des revendications traditionnelles. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Eh bien d'abord, le rapport de force est affaibli. Dans un monde globalisé maintenant, certaines entreprises multinationales préfèrent délocaliser et donc contourner les blocages locaux, ce qui réduit l'impact économique direct des grèves. Ensuite, on observe une stratégie de durcissement de l'État, l'usage du 49.3 ou d'autres procédures parlementaires permet au gouvernement de faire passer des réformes malgré une opposition massive dans la rue. Cette procédure est vue comme un abus par certains. Les politiques minimisent aussi l'importance des grèves. Les ministres et les porte-paroles mettent souvent en avant les chiffres officiels de participation aux manifestations, qui sont systématiquement plus bas que ceux annoncés par les syndicats. Par exemple, le 7 mars 2023, le ministère de l'Intérieur a estimé à 1,28 million le nombre de manifestants, tandis que les syndicats parlaient de 3,5 millions. Aussi, c'est de plus en plus difficile de maintenir une pression continue. Les grèves reconductibles peuvent s'essouffler face à la nécessité de reprendre une activité, un travail, pour subvenir aux besoins quotidiens.
Pourtant, nous avons de puissants syndicats en France, vous allez me dire. Bon, puissants avant, peut-être. En fait, aujourd'hui, les syndicats français ne sont pas aussi puissants qu'autrefois. Le taux de syndicalisation reste faible, autour de 10% de la population active, comparé à 60-70% dans certains pays nordiques. Cette faiblesse numérique réduit la capacité à mobiliser massivement et à maintenir la pression sur les employeurs ou le gouvernement. En plus, les syndicats sont divisés. Plusieurs organisations coexistent avec des stratégies et des priorités différentes. Malgré ça, les syndicats jouent toujours un rôle important. Ils structurent les grèves, ils organisent les actions, négocient avec les employeurs et ils donnent une légitimité aux revendications. Même affaibli, il reste l'instrument principal pour la grève. Mais alors, si c'est plus difficile qu'avant, alors pourquoi les gens continuent de manifester en France? Eh bien, beaucoup continuent à se mobiliser pour plusieurs raisons. La première est symbolique et démocratique. Manifester reste un moyen de montrer publiquement son désaccord et de rappeler que la population peut exprimer son opinion. C'est un acte de visibilité qui montre que certaines mesures ne sont pas acceptées par une partie de la société. Les manifestations, les grèves, ça permet de créer du lien social aussi. Les mobilisations sont des moments où les travailleurs, les étudiants ou d'autres citoyens se rassemblent, échangent et se soutiennent. Ça renforce le sentiment de solidarité, ça fait connaître des problèmes sociaux, parfois encore ignorés, et construit une mémoire collective autour de certaines causes. Même si le résultat concret n'est pas immédiat, cet aspect humain et symbolique donne un sens à la lutte. Et puis, on peut le dire, il y a une dimension plus stratégique. Gagner du temps ou influencer le processus politique. Même si la grève ne bloque pas totalement une réforme, elle peut ralentir sa mise en œuvre, forcer le gouvernement à négocier certains points ou à modérer certaines mesures. Parfois, l'objectif n'est pas de gagner complètement, mais de faire peser une pression continue qui limite la prise de décision et laisse une marge de manœuvre pour d'éventuelles concessions. Mais pour moi, c'est surtout culturel. En France, la grève et la manifestation sont profondément ancrées dans l'histoire sociale et politique. Depuis la Révolution française et le mouvement ouvrier du 19e et 20e siècle, cette tradition a créé une culture où manifester est presque un réflexe citoyen face à des réformes jugées injustes. On n'attend pas forcément une victoire immédiate, mais l'acte de se mobiliser est lui-même valorisé et reconnu socialement. Cette culture explique aussi pourquoi les Français continuent à se regrouper dans la rue pour défendre des droits sociaux ou exprimer un mécontentement. La grève n'est pas seulement un outil économique ou politique, c'est aussi un acte symbolique inscrit dans la mémoire collective. Par exemple, le jour de la fête du travail, le 1er mai, il y a toujours des manifestations. Elles sont symboliques. Donc même quand le rapport de force est faible, le geste de manifester a du poids sur le plan symbolique et médiatique et permet de maintenir vivante la culture du débat social et de la contestation. La France se distingue par une culture de la grève profondément ancrée, soutenue par un cadre légal protecteur et une mémoire historique des luttes sociales. Cette combinaison favorise une mobilisation plus fréquente et plus intense par rapport à d'autres pays européens. Et puis, avec le phénomène des réseaux sociaux,
ça a amplifié le phénomène de grève. Les appels à la grève et les recommandations pour organiser des blocages en temps réel sont partagés maintenant. Par exemple, lors de la grève de septembre 2025, le mouvement Bloquons tout a émergé sur Twitter et Instagram pour coordonner et promouvoir la mobilisation, touchant un public plus large que les canaux traditionnels syndicaux. La même pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est sur Facebook que les appels à manifester, les rassemblements et les blocages routiers ont été diffusés au départ. En 2023, la France enregistrait environ 171 journées non travaillées pour 1000 salariés. Ça place le pays parmi les plus élevés d'Europe. Les secteurs les plus touchés par ces grèves sont souvent les transports, l'éducation et les services publics, où les syndicats ont une forte présence et une capacité à mobiliser efficacement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les conséquences des grèves en France. Et vous, dites-moi, vous en pensez quoi des Français qui font grève ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux flashcards sur ma page web. Elles sont là pour vous aider à mémoriser ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a certainement de nouveaux mots pour vous. Sachez aussi que si vous souhaitez prendre des cours de français avec moi, je vous confirme que je ne ferai pas grève, même si je suis français. Blague à part, bien sûr, le but est de vous faire gagner confiance à l'oral. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours profiter d'un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la bio. Merci encore de m'écouter chaque semaine. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ces histoires avec vous. Et pour terminer, souvenez-vous, la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.